Aujourd'hui, on est au Centre d'études humanitaires à Genève et on va poser quelques questions à Valérie Gorin sur la communication d'urgence et sur la place qu'a l'éthique dans tout ça. Suivez-moi. Alors, je m'appelle Valérie Gorin, donc je suis la directrice de la formation au Centre d'études humanitaires, où j'enseigne notamment tout ce qui est la communication dans les contextes d'urgence, principalement les contextes humanitaires. Je suis historienne de formation, mais j'ai fait mon doctorat en sciences de la communication. Et je suis également enseignante à l'AGM à Neuchâtel dans le cours de régulation juridique et éthique de la communication. Alors c'est vraiment ici le principe de transparence. Donc en fait, il s'agit d'une part de mettre sur pied des politiques, ce qu'on appelle de redevabilité. Donc d'avoir à la fois des mécanismes qui montrent qu'à l'interne, vous avez pris connaissance du problème et que vous mettez en place des procédures qui vont permettre en tout cas d'éviter que des situations pareilles se reproduisent. Donc il ne s'agit pas uniquement d'éventuellement de licencier des personnes qui auraient vraiment été coupables de fautes graves, mais il s'agit de montrer que vous avez aussi des mécanismes d'enquête et d'écoute. Donc c'est vraiment une manière de montrer que les considérations du public, éventuellement les plaintes du public sont prises en compte. Par rapport à la communication interne, alors il est important justement de faire circuler l'information au sein de l'institution par rapport aux décisions qui ont été prises. Là aussi, il y a un processus de dialogue qui doit être mis en place, donc pour expliquer les décisions, mais il y a toujours cette fameuse tension entre imposer et écouter. Donc on peut, selon la nature des problèmes, avoir des employés qui sont eux-mêmes dans des états d'anxiété ou d'incertitude, voire de défiance vis-à-vis de l'organisation, parce que l'organisation a perdu la confiance de ses employés. Donc il est important aussi d'avoir ces moments d'écoute où on ne donne pas l'impression aux employés que les décisions ont été prises avant qu'ils puissent donner leur avis. Ça, c'est une erreur qui est assez commune, avec des mécanismes très top-down où justement la direction décide et impose. Donc il est important aussi d'avoir, c'est toute la question justement d'un comité d'éthique par exemple, s'il y en a un dans l'entreprise ou dans l'organisation, d'être capable finalement de pouvoir apercevoir les polarités, les polarisations qui existent au sein de l'organisation et pouvoir ensuite prendre une décision ou éclairer une décision, parce que le comité d'éthique est clair, ne décide jamais vraiment pour la direction. Et puisse ensuite donner des arguments dans un dialogue où on va un petit peu mesurer la température et essayer justement d'adopter un comportement qui soit relativement ouvert et équitable par rapport au positionnement dans les équipes s'il y a des positionnements très polarisés. Ce qui est assez intéressant, c'est que si vous défendez des valeurs particulières mais que vos propres employés n'y adhèrent pas ou ont l'impression que vous mentez et que vous n'y adhérez plus, ça, c'est un vrai problème. Donc, il ne s'agit pas de faire de vos employés, on va dire, des idéologues totalement convaincus, mais en tout cas, si certaines de ces valeurs, on a le sentiment qu'elles ne sont finalement pas vraiment portées à l'interne, vous allez avoir des difficultés ensuite par rapport à ces employés pour défendre ces messages et ces valeurs dans des messages qui sont adressés à l'extérieur. Donc, c'est assez important d'avoir ces mécanismes-là. Ça dépend de la taille des équipes, bien sûr. Parfois, ça peut se faire simplement autour de petites réunions d'équipe régulièrement. Mais quand c'est vraiment des très grandes organisations, c'est vraiment important d'avoir ces moments qui sont planifiés avec la hiérarchie. Donc, on ne donne pas l'impression qu'on délègue aussi des personnes qui sont là simplement pour discuter, mais d'avoir des moments de rencontre aussi avec les cercles décisionnels au sein de l'entreprise. Alors, le comité d'éthique, il est saisi à tout moment qu'il y a une décision à prendre, qu'elle soit interne ou externe, qui va justement poser un dilemme éthique. Donc, il peut conseiller, par exemple, la direction suite à, je ne sais pas, une campagne qui aurait peut-être mal tourné sur les réseaux sociaux, avec des personnes qui se plaignent du type d'images qui sont utilisées. Il peut aussi conseiller à l'interne, par exemple, s'il y a des problématiques vis-à-vis je ne sais pas, éventuellement de comportement, d'attitudes problématiques de certains employés. Donc ça peut toucher à la fois les comportements, mais ça peut toucher aussi les produits, les actes de communication. Ça ne remplace bien sûr pas du juridique, hein, donc il y a aussi très souvent à côté des groupes d'éthique, il peut y avoir éventuellement des avocats ou des conseillers juridiques qui conseillent sur le plan légal, mais sur la dimension éthique, ça touche vraiment à tout acte, toute création et tout comportement qui peut poser problème à l'institution parce que ça vient clasher avec des valeurs portées par l'institution.
Est-ce que dans une perspective éthique, vous trouvez que c'est vraiment complexe ou est-ce qu'on peut faire Alors c'est toujours la problématique en fait du silence et de fermer la porte au dialogue qui peut être effectivement très injustifié dans un plan de communication d'urgence. Sur le plan éthique, on peut comprendre d'un côté la volonté de vouloir protéger finalement la communauté, enfin l'équipe des escrimeurs, pour ne pas être finalement confronté à une justification sur le plan politique, sur le plan géopolitique, sur le plan idéologique. Et ça peut s'expliquer dans ce cas-là. Le problème, c'est que de l'autre côté, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe à l'interne, on ne sait pas quelle est la position justement de la fédération d'escrime et comment ça va se passer au niveau des joueurs, on ne sait pas les pressions éventuellement qu'ils ont pu recevoir. Donc il me semble qu'ici la question de la transparence, elle est du coup éthiquement discutable de l'autre côté. Ça nous renvoie finalement à la problématique de savoir si le sport est perçu comme un élément apolitique ou au contraire que ça reste un espace relativement politisé. Ça, voilà, on peut avoir des visions très différentes du sport. Maintenant, c'est pas nouveau et effectivement, on a des cas très célèbres où des sportifs ont politisé l'espace sportif. On a tous en tête les JO de 68 avec les deux athlètes qui avaient levé le poing en référence aux Black Panthers. Il y a d'autres cas célèbres où des sportifs ont déroulé des banderoles pour critiquer certaines interventions politiques. Et c'est un espace qui est hautement symbolique, mais il y a cette volonté finalement de ne pas laisser la politique se mêler au sport et abîmer des moments qu'on voudrait, des moments de célébration et d'entente entre les nations, puisque c'est comme ça qu'est voulu l'espace sportif, qui est un lieu où on désarme finalement les idéologies, où on désarme les volontés de s'affronter, en tout cas on s'affronte autrement, on s'affronte par le jeu. Mais c'est aussi intéressant de voir comment certains sportifs s'approprient cet espace pour justement véhiculer des messages. Ce qui est après compliqué, c'est qu'il s'agit souvent d'actions parfois individuelles, donc effectivement les fédérations sportives ne sont pas mises au courant et ça met effectivement les fédérations devant des décisions assez compliquées à devoir ensuite justifier. Donc ici c'est assez particulier, c'est que finalement on a une fédération qui ne souhaite pas s'exprimer sur un acte qui n'est pas le sien, mais qu'elle est censée en tout cas incarner ou défendre ses joueurs. Et ici, ce qu'on constate, c'est que finalement, la fédération ne veut justement pas politiser et prendre la parole sur un acte politique qui finalement peut-être ne la concerne pas, ou en tout cas sur lequel elle ne veut pas s'exprimer, puisqu'elle peut considérer effectivement que des questions d'ordre politique et géopolitique ne sont pas de l'ordre de ce que fait une fédération sportive. Et on peut voir finalement différentes formes d'éthique s'affronter. C'est ici entre guillemets l'éthique qui renvoie finalement à la crédibilité, la fameuse éthique d'Aristote, l'éthique de la vertu, où là c'est effectivement l'image, la personnalité de l'institution, les personnalités, le caractère, la crédibilité, l'authenticité d'une institution qui est représentée ici par la Fédération d'escrime, qui ne souhaite pas forcément s'exprimer parce qu'elle a peur que cette crédibilité, que sa réputation puisse être discutée, abîmée, questionnée si elle devait se prononcer justement sur des positionnements politiques. Donc on pourrait utiliser cette éthique-là finalement pour justifier ce que fait la Fédération. Et puis on peut lui opposer par exemple l'éthique utilitariste qui, elle, s'intéresse plutôt aux conséquences des actions, aux effets finaux, aux résultats d'une politique de communication. Et là, effectivement, cette éthique-là dirait plutôt, en l'occurrence, en fermant complètement le dialogue, la fédération cherche quelque part à refuser l'acte de ses joueurs et à ne pas vouloir entrer en matière sur ce que cet acte a pu s'exprimer, donc à sortir complètement l'élément politique de l'élément sportif.